Je m'appelle Megan Ford, j'ai 30 ans, et j'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler dur, en économisant chaque centime pour préparer mon avenir. Après des années de rigueur, j'avais réussi à mettre de côté 150 000 euros, chaque euro gagné par mes propres efforts, avec l'espoir d'un futur stable. Je croyais que mes sacrifices finiraient par me garantir sécurité et indépendance. Mais un dimanche soir, lors d'un dîner de famille, cette conviction s'est effondrée. Mon frère a lâché une bombe, il devait 100 000 euros à cause de dettes de jeu, et il exigeait que je lui donne mes économies et que je signe avec lui un prêt immobilier pour le sortir d'affaires. C'est pour la famille, Megan, a-t-il insisté, la voix pleine d'arrogance, comme si toutes mes années de sacrifice n'avaient aucune valeur. J'ai refusé. Mon avenir n'était pas à lui. Mais mes parents se sont retournés contre moi aussitôt. Tu nous laisses tomber, a hurlé mon père, le visage rouge de colère. Ma mère, le regard dur, a ajouté d'une voix glaciale. Réfléchis à ce que ça veut dire pour nous tous. Le silence s'est épaissi. Leurs mots m'ont transpercé comme des lames de culpabilité. Le cœur battant, j'ai tenu bon, et je suis partie, leurs reproches résonnant encore dans mes oreilles. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de maman. Signe les papiers du prêt pour ton frère, ou ne reviens pas. Son ultimatum m'a blessée, mais je n'ai pas cédé. À minuit, les mains tremblantes, j'ai bloqué tous les comptes partagés qu'ils auraient pu atteindre. Le matin venu, 21 appels manqués et une pluie de messages furieux m'attendaient. Des torrents d'accusations, de colère, de trahison. Ce qui a suivi m'a poussé au bord du gouffre, m'obligeant à faire un choix qui allait tout changer. Avant de poursuivre mon histoire, dis-moi. Si tu étais à ma place, aurais-tu sacrifié ton avenir pour sauver ta famille? Ou aurais-tu tenu bon pour te protéger toi-même? J'aimerais vraiment connaître ton avis. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon. Aux yeux des voisins, notre famille semblait parfaite. Un père cadre commercial dans une société d'assurance, une mère comptable dans une petite entreprise du centre-ville, et 2 enfants sages dans une maison bien rangée avec un monospace dans l'allée. Mais sous cette image lisse, tout était déséquilibré. Dès l'enfance, je le sentais. Je me réfugiais dans les chiffres, leur logique m'apaisait. En CM2, j'ai remporté un prix de mathématiques à un concours régional. Je serrais fièrement mon diplôme, impatiente de le montrer à mes parents. Je les imaginais fiers, souriants. Mais ce jour-là, Bastien, mon frère, de 3 ans mon aîné, avait un match de basket, et ils ont préféré aller l'encourager. On regardera plus tard, m'a dit maman au téléphone, distraite. Plus tard n'est jamais venu. Le certificat est resté des semaines sur le comptoir de la cuisine, recouvert de poussière. Ce n'était pas la première fois. Les matchs de Bastien, ses pièces de théâtre, même ses notes moyennes passaient avant tout. Leur voix devenait plus joyeuse quand il entrait dans la pièce. Alors, au collège, j'ai cessé de chercher leur approbation. Je me suis concentrée sur ce que je pouvais contrôler, mes notes, mes projets. Je passais mes soirées à résoudre des équations ou à lire sur la gestion de budget, rêvant d'une vie où mes choix auraient enfin du poids. Les foires scolaires, je les arpentais seule, entendant les rires des familles sans oser m'y mêler. Les voisins admiraient notre soi-disant harmonie, sans savoir le fossé qui se creusait entre nous. À 16 ans, j'ai trouvé un petit boulot dans une librairie du centre. Je rangeais des livres, portais des cartons poussiéreux, encaissais les clients. C'était épuisant, mais libérateur. Mon premier salaire, 80 €, m'a paru immense. J'ai ouvert un compte épargne à la banque du coin et j'y ai déposé chaque centime. Tu es si fiable, Megan, m'a dit la gérante. Ces mots comptaient plus que n'importe quel compliment de mes parents. Je rentrais à vélo par les rues calmes, fière. Ce travail m'a montré que je pouvais construire ma vie seule. Pendant ce temps, Bastien avançait sans effort. Il charmant les profs, séchait parfois les cours. Et mes parents excusaient tout. Ils se cherchent encore, disait papa. Je les entendais planifier l'achat de nouvelles chaussures de sport. Une colonie d'été, encore un caprice de plus. Mes réussites, elles, passaient inaperçues. Je ne lui en voulais pas vraiment. Il était le produit de leur indulgence. Mais moi, j'avais compris, je ne pouvais compter que sur moi-même. Ces années-là m'ont forgé. Elles m'ont appris à mesurer ma valeur à mes actes, pas à leur attention. Au lycée, j'étais indépendante. Je visais l'université non pas pour fuir, mais pour bâtir un avenir solide, à moi. Je travaillais dur, tard le soir, déterminée à tracer ma propre voie. Mon travail acharné a porté ses fruits quand j'ai obtenu une bourse d'excellence complète à l'Université de Lyon-Sud, me permettant d'étudier la finance sans devoir un centime à personne. Entrer à l'université, c'était comme découvrir un nouveau monde.
Le campus bourdonnait d'énergie, de projets, d'ambition. Je me suis plongée dedans corps et âme. La finance m'attirait par sa logique, sa précision. Les cours sur l'investissement et la gestion budgétaire me donnaient l'impression de décoder une langue que j'avais toujours voulu parler. Mais la bourse ne couvrait pas tout, manuel, repas, logement. Les frais s'accumulaient vite. Je refusais de demander de l'aide, alors j'ai trouvé un petit emploi à mi-temps au bureau financier de l'université. Ce n'était pas glorieux, classer des dossiers, mettre à jour des tableaux Excel, mais ça payait mes factures. Je travaillais l'après-midi, puis j'étudiais jusqu'à minuit. Mes collègues, pour la plupart des étudiants en master, remarquaient ma rigueur. « T'es infatigable, Mégane », plaisantait l'un d'eux en me voyant vérifier un grand livre comptable pour la 3e fois. Ce travail m'a appris plus que n'importe quel cours. Chaque euro gagné était une leçon de gestion réelle. 4 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, sans aucune dette. Pas le temps de fêter ça, je pensais déjà à la suite. Le secteur financier de Lyon, en plein essor, était l'endroit idéal pour commencer. J'ai décroché un poste d'analyste financière junior dans une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Le travail était exigeant, mais je m'y épanouissais. Mon premier salaire, un peu plus de 2 000 €, a marqué un tournant. J'ai ouvert un compte épargne à haut rendement et commencé à bâtir mon avenir, un versement après l'autre. Ma vie est devenue une routine de discipline. Je notais chaque dépense dans un tableau, café, courses, loyer. Aucune folie, aucun achat impulsif. Mon appartement, un petit une chambre dans un quartier calme, me suffisait. Le dimanche, je cuisinais pour la semaine, congelant les portions pour gagner du temps et économiser. Chaque mois, je mettais une part de mon salaire de côté, observant mes économies grimper. À 25 ans, j'avais déjà épargné 50 000 €, un chiffre presque irréel. Je me suis alors lancé dans de petits investissements, fonds indiciels, obligations à faible risque, apprenant par essais et erreurs. Une mentor au travail, Claire, analyste senior, m'a appris à lire les tendances du marché. La patience finit toujours par payer, me disait-elle. J'ai suivi ses conseils, diversifié mes placements et gardé un portefeuille épuré. Éviter les dettes était devenu mon credo. Tandis que mes collègues prenaient des crédits auto ou remplissaient leurs cartes bancaires, je restais prudente. J'ai acheté une voiture d'occasion comptant, économisant des milliers d'euros à long terme. Mes collègues se moquaient gentiment à la pause déjeuner. Voilà la reine du budget. Je riais, mais je n'en avais pas honte. Chaque choix réfléchi, chaque café évité, chaque euro investi me rapprochait de mon objectif. À 29 ans, mes économies atteignaient 150 000 €. Mais pour moi, ce n'était pas juste de l'argent, c'était ma liberté. La preuve tangible d'une vie que j'avais construite seule. Mon travail, je ne le faisais pas que pour le salaire. J'adorais l'analyse des chiffres, la recherche d'efficacité, les solutions à présenter aux clients. Je pouvais passer des heures à peaufiner mes rapports, chaque chiffre vérifié à la perfection. Mon supérieur remarquait mon exigence et me confiait des projets plus ambitieux. Le soir, je suivais des cours de perfectionnement pour obtenir des certifications. Toujours apprendre, toujours avancer. En dehors du travail, je lisais des blogs financiers, j'écoutais des émissions sur l'investissement. Ma vie tenait en 3 mots, travailler, économiser, investir. Je ne cherchais pas la richesse pour briller. Je voulais une base solide, qu'aucune tempête ne pourrait ébranler. Ces années-là étaient ma façon de prouver que je pouvais me suffire à moi-même. Chaque nuit passée à étudier, chaque euro économisé, chaque compétence acquise était une pierre ajoutée à ma forteresse. Je ne savais pas encore que cette fondation allait bientôt être mise à l'épreuve. Un dimanche soir, je suis allée dîner chez mes parents comme chaque mois. Tout semblait ordinaire. Le poulet rôti de maman, les histoires de bureau de papa, le tintement familier des assiettes dans la salle à manger. Je me suis installée à ma place habituelle, m'attendant à une soirée tranquille. Mais quelque chose pesait dans l'air. Bastien, assis en face de moi, n'avait pas son sourire habituel. Ses doigts tapaient nerveusement sur la table. Mes parents échangeaient des regards lourds de sens. Avant même qu'ils ne parlent, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Au milieu du repas, Bastien s'est penché vers moi. « J'ai besoin de ton aide. » Sa voix tremblait légèrement. J'ai accumulé 100 000 € de dettes à cause de paris stupides. Il faut que tu me donnes tes économies. Et que tu signes un prêt avec moi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Mes 150 000 €, ces années de rigueur et de privation, ont défilé dans mon esprit. J'ai serré ma fourchette, essayant de garder mon calme. Non. Cet argent, c'est mon avenir. Je ne peux pas. Le visage de Bastien s'est assombri. C'est sérieux, Mégane.
C'est ma dernière chance. Papa est intervenu, le ton sec. On est une famille. On s'entraide. Maman a ajouté, plus douce mais ferme. La famille passe avant tout. Tu peux le sauver. Mon estomac s'est noué. J'avais passé des années à tout calculer, à éviter les dettes, à bâtir ma sécurité. Tout donner à Bastien, lui qui avait toujours vécu sans conséquences, c'était jeter mon avenir par la fenêtre. J'ai travaillé trop dur pour cet argent, ai-je dit, la voix ferme malgré la tension qui montait. Je ne sacrifierai pas mon futur pour ces erreurs. Un silence lourd est tombé. Bastien a frappé la table, faisant trembler les assiettes. T'es égoïste. Tu te crois meilleur que nous, hein? Maman a voulu le calmer, mais il a repoussé sa main. Papa, rouge de colère, s'est penché vers moi. Tu laisses ton frère se noyer, Mégane. Sa voix, grave et accusatrice, a résonné dans ma tête bien après le repas. Je repoussai ma chaise brusquement, le bois grinçant sur le sol. Je ne suis pas responsable de ses dettes, lançai-je, la voix tremblante mais ferme. Il a fait ses choix, pas moi. La voix glaciale de maman trancha le silence. Si tu ne veux pas aider, c'est que tu choisis ton intérêt avant la famille. Ces mots m'ont transpercé, mais je n'ai pas cédé. Je me suis levée, les mains tremblantes. Non, maman. Je choisis mon avenir. Nos regards se sont croisés. La pièce semblait soudain étouffante, lourde de jugement. J'ai attrapé mon manteau et me suis dirigée vers la porte. Tu vas le regretter, a crié Bastien, la voix pleine d'amertume. Je ne me suis pas retournée. Sur la route du retour, mon téléphone a vibré. Un message de maman. Signe les papiers ou ne reviens pas. Mon cœur s'est serré, pas de doute, mais de déception. Cet ultimatum, c'était une trahison. Une frontière nette venait d'être tracée. Pendant des années, j'avais construit mon indépendance pas à pas, et il voulait tout balayer pour sauver Bastien de sa propre imprudence. En arrivant dans le parking de ma résidence, mon esprit tourbillonnait, mais au fond tout était clair, personne ne toucherait à mes économies. J'avais trop lutté, trop sacrifié. Leurs mots, famille, devoir, résonnaient encore. Mais ils ne pouvaient plus m'ébranler. Assise sur mon canapé, je repassais la scène dans ma tête. La supplication de Bastien, la colère de papa, le message froid de maman. Ils pensaient pouvoir me faire plier par la culpabilité. Mais je n'étais plus l'adolescente en quête d'approbation. J'étais une femme qui avait bâti sa vie, euro après euro, choix après choix. Leur demande n'était pas un appel à l'aide. C'était une tentative de contrôle. La blessure était vive, mais sous la douleur, je sentais une flamme naître, celle de la liberté. J'en avais fini de me plier à leurs attentes. Mon argent, mon avenir, étaient à moi. Et je ne laisserais plus personne me les arracher. Le lendemain matin, mon téléphone clignotait de partout. 21 appels manqués et une avalanche de messages. Le nom de papa s'afficha en premier. Sa voix dans le message vocal était sèche, accusatrice. Tu es égoïste, Mégane. Ton frère a besoin de toi et tu nous tournes le dos. J'ai supprimé le message, la poitrine serrée. Mais les notifications continuaient. Les textos de maman s'enchaînaient, chacun plus lourd que le précédent. La famille se sacrifie les uns pour les autres. Tu es en train de nous détruire. Je lisais ces mots, sentant la culpabilité s'insinuer. Je m'attendais à des reproches, mais pas à une telle tempête. Puis j'ai vu pire. Un mail de ma banque venait d'arriver. Tentative de connexion échouée sur un ancien compte partagé. Mon cœur s'est emballé. Ce vieux compte, ouvert quand j'étais ado, servait autrefois aux dépenses familiales. Il était lié à Bastien. Je me suis connectée, la main tremblante. Les tentatives avaient eu lieu dans la nuit, juste après le dîner. Je n'avais plus de doute. Bastien. Il avait toujours été imprudent, mais là, il avait franchi une limite. J'ai aussitôt changé le mot de passe, activé la double authentification, et verrouillé tous mes comptes. Mes économies, ma liberté, c'était fini, plus personne n'y toucherait. Besoin d'air, j'ai appelé Tara, ma meilleure amie. On s'est retrouvés dans un petit café du centre de Lyon. L'odeur du café chaud m'a ramené à la réalité. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre, la main posée doucement sur la mienne. Tu as travaillé trop dur pour qu'ils te prennent ça, Mégane. Tes économies, c'est ta sécurité, pas leur solution. Ces mots ont été une bouée dans la tempête. Elle ne cherchait pas à juger, juste à comprendre. Sa présence m'a rappelé que je n'étais pas seule. Tu es plus forte qu'il ne le croit, a-t-elle ajouté en serrant ma main.
J'ai hoché la tête, émue, sentant un peu de force revenir. Plus tard dans la journée, un message de ma cousine Manon est arrivé. Bastien a déjà eu des dettes. Il a vidé les économies de tante Lydie et emprunté à oncle Marc. Ils ne t'en ont jamais parlé pour ne pas te blesser. Mon estomac s'est noué. Ce n'était donc pas une première. Son addiction au jeu durait depuis des années. Et mes parents avaient couvert ça tout ce temps. Manon a ajouté. Ils l'ont déjà sauvé 2 fois. Ne les laisse pas te manipuler. Ces mots ont eu l'effet d'un choc. Tout devenait clair. Ma famille ne me demandait pas de l'aide. Elle me demandait de réparer leurs erreurs. Les appels et messages ont continué sans relâche. Un autre vocal de papa, plus froid encore. Tu détruis cette famille. Puis un autre SMS de maman. Réfléchis à ce que tu es en train de nous faire. Chaque mot, chaque phrase était une flèche de culpabilité. Je me sentais prise au piège entre leurs attentes. Et ma volonté de me protéger. J'avais bâti mon indépendance depuis mes premiers salaires à la librairie, jusqu'à ma carrière d'analyste financière. Céder maintenant, ce serait tout défaire. Mais la pression devenait étouffante. Leur voix résonnant sans cesse dans mon esprit. Assise dans mon appartement, je fixais l'écran de mon ordinateur, mes comptes désormais protégés par de nouveaux mots de passe. Les mots de Tara, l'avertissement de Manon, tout tournait dans ma tête. Lyon, autrefois ma ville refuge, me paraissait soudain étroite comme une cage. Pour la première fois, j'ai imaginé partir. Tout recommencer ailleurs, loin des manipulations, libre de mes choix. L'idée faisait peur, mais elle m'a allumé de l'intérieur, comme une promesse. Je n'étais pas encore prête à décider. Mais je savais une chose. Je ne les laisserais plus jamais me tirer vers leur chaos. Quel que soit ce qui m'attendait, je l'affronterais à mes conditions. Le mercredi suivant, la situation a explosé. Mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer. Mais cette fois, ce n'était plus seulement des appels ou des textos. Bastien avait publié un long message sur les réseaux sociaux. Ma sœur a de l'argent, mais elle refuse d'aider son propre frère. Elle nous abandonne. Ces mots dégoulinaient de rancune. Et le monde entier pouvait les lire. La publication s'est propagée à une vitesse folle. Aimée, partagée, commentée par des cousins lointains et d'anciens voisins. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années me traitaient de froide, égoïste, déloyale. Comment peux-tu laisser ta famille souffrir ? Écrivait l'un d'eux. Mon estomac s'est noué tandis que je faisais défiler les commentaires, le poids du jugement s'abattant sur moi. Je n'ai rien répondu. Réagir ne ferait qu'attiser le feu. Cet après-midi-là, on frappa violemment à ma porte. En l'ouvrant, je les vis, papa et maman, le visage fermé. Il faut qu'on parle, dit papa, entrant sans même attendre que je les invite. Maman suivit, les yeux rougis, un dossier serré contre elle. Ils s'assirent sur mon canapé. L'air était lourd, presque étouffant. Papa fit glisser les papiers vers moi. Tu dois co-signer cette hypothèque pour effacer les dettes de Bastien. Sa voix était ferme, autoritaire. Maman ajouta d'une voix tremblante. On est une famille, Mégane. On reste unis, quoi qu'il arrive. Je fixai les documents, le cœur battant. Mes années d'efforts, d'économie, de discipline défilaient dans ma tête. Je ne peux pas, dis-je en repoussant le dossier. Je ne sacrifierai pas mon avenir. Le visage de papa se durcit. Tu es ingrate, cria-t-il. On t'a tout donné et maintenant tu nous tournes le dos ? Maman attrapa ma main. S'il te plaît, fais-le pour nous. Pour la famille. Ces mots m'ont transpercé, mais je retirai doucement ma main. Ce n'est pas une question de famille, maman. C'est une question de choix. Et ceux de Bastien ne sont pas les miens. Le silence s'abattit. Leur colère et leur désespoir emplissaient la pièce. Papa se leva brusquement, pointant un doigt vers moi. Tu le regretteras. Puis il sortit, furieux, suivi de maman, les épaules basses. Je restais là, seule. Le silence me paraissait assourdissant. Quelques minutes plus tard, un email fit vibrer mon téléphone. C'était Julien, un collègue parti récemment travailler dans une grande société financière à Bordeaux. On recrute des analystes seniors, écrivait-il. Salaire plus élevé, aide à la relocalisation et un vrai nouveau départ. Tu serais parfaite pour le poste. Je relus le message 2 fois. Un souffle d'espoir. Bordeaux, loin du poids de Lyon, loin de ma famille. Le salaire était presque le double du mien, avec une prime d'installation. Je m'adossai, laissant l'idée s'ancrer. C'était une bouée de sauvetage. Tard dans la nuit, le téléphone sonna. Bastien.
Je pris une longue inspiration et répondis. Tu nous trahis, hurla-t-il. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Tu fuis avec ton argent pendant que je me noie. Ces mots me transpercèrent, mais je les connaissais déjà. Je ne suis pas ta solution, Bastien, répondis-je d'une voix calme mais ferme. Tu as créé ce désastre. À toi de le réparer. Il jura, la voix tremblante. Je raccrochai. Mes mains étaient stables. J'en avais fini d'être leur bouc émissaire. Au matin, ma décision était prise. J'ai répondu à Julien. J'accepte le poste. Ce n'était pas facile. Quitter Lyon, c'était tourner la page de toute une vie, mon appartement, mes habitudes, mes repères. Mais c'était aussi choisir la liberté. Je me suis mise à chercher un logement à Bordeaux, imaginant d'autres rues, un autre ciel, une autre version de moi-même. Les mots de ma famille, ingrate, égoïste, résonnaient encore, mais ils ne me retenaient plus. J'avais bâti ma vie seule. Et j'étais enfin prête à avancer, quoi qu'ils en pensent. 2 semaines plus tard, je descendais de l'avion à Bordeaux. L'air doux du sud m'a enveloppé, un contraste brutal avec le poids que j'avais laissé derrière. J'avais voyagé léger. Pas de regrets, pas de chaîne. Un nouveau poste m'attendait, aux côtés de Julien, dans une tour vitrée du centre-ville. Le bureau vibrait d'énergie. Verre, lumière, écran, discussion sur les marchés financiers. Je pris mes marques comme analyste senior, plongeant dans les chiffres, les stratégies, les budgets à rééquilibrer. Mon premier projet, réorganiser les comptes d'une start-up technologique, fut un succès. Tu es faite pour ça, me dit Julien en me tapant sur l'épaule. Je me sentais revivre. Chaque tableau Excel, chaque présentation claire, renforçait ma confiance. En dehors du travail, Bordeaux bouillonnait de vie. Lors d'un apéritif d'équipe, j'ai rencontré Camille, une collègue vive et drôle. Elle m'a entraînée à un festival de food truck le long de la Garonne, sous des guirlandes de lumière et une musique légère. On partageait des tacos et des bières fraîches, le rire facile, les soucis loin derrière. Cette ville a une âme, dit-elle en souriant. Je participais à des expos, des concerts en plein air. Peu à peu, je retrouvais un sentiment d'appartenance, que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Mais le passé laissait encore des traces. J'ai commencé une thérapie avec la docteure Marguerite Coll, une femme douce au regard perçant, dont le cabinet donnait sur la Garonne. Au fil des séances, j'ai démêlé les nœuds de la culpabilité, de la manipulation, de cette fausse dette émotionnelle que je croyais devoir à ma famille. Ils t'ont fait croire que tu étais responsable de leur choix, disait-elle. Tu as le droit de choisir pour toi. Ces mots ont tout changé. Peu à peu, je me suis pardonné. D'être parti. D'avoir dit non. De ne pas avoir sauvé ceux qui refusaient de se sauver eux-mêmes. Un soir, Tara m'a appelé depuis Lyon. Alors, comment est la vie à Bordeaux? Demanda-t-elle, joyeuse. On a ri, parlé de mon nouveau travail, des festivals, de mon petit studio avec vue sur les toits. Tu as l'air heureuse, dit-elle, amusée, quand je lui ai raconté la passion de Camille pour les food trucks. C'était un appel simple, léger, sans reproche ni conseil. Juste la voix d'une amie qui se réjouissait de me savoir libre. Et pour la première fois depuis longtemps. Je me sentais vraiment en paix. J'ai apprécié cet appel. La voix de Tara, c'était un lien discret avec mon ancienne vie. Mais un lien qui ne me tirait plus en arrière. Je construisais quelque chose de nouveau, et son appel m'a rappelé qu'on peut rester connecté, sans être prisonnière du passé. Puis un message est arrivé, de Monica Stark. Et là, la réalité m'a rattrapée. Bastien a replongé dans le jeu, écrivait-elle. Tes parents ont rehypothéqué leur maison pour l'aider, mais ils peinent à rembourser. Mon cœur s'est serré, non pas de culpabilité, mais parce que je savais que cela finirait ainsi. Papa et maman avaient choisi de l'aider encore, de s'enfoncer à sa place. Ils ont du mal à payer leurs factures, ajouta Monica. Je suis restée là, fixant l'écran, la réalité de leur choix s'imposant à moi. J'ai simplement répondu. Merci de m'avoir prévenu. Puis j'ai posé le téléphone. Bordeaux devenait peu à peu mon foyer. Le week-end, je marchais dans les sentiers du parc bordelais, le soleil couchant se reflétant sur la Garonne. Au travail, je prenais davantage de responsabilités, j'encadrais des jeunes analystes, je dirigeais des réunions clients. Les séances avec la docteure Coll m'aidaient à transformer le passé, à ne plus le fuir, mais à en faire une force. Et Camille m'entraîna un soir à un cours de salsa. On riait tellement en enchaînant les faux pas.
qu'on en avait mal aux côtes. Ces moments, le travail, les amis, la thérapie, tissaient une vie qui m'appartenait enfin. Je n'étais plus en fuite de lion, j'étais en train de bâtir mieux. Quelque chose que j'avais mérité. 6 mois après mon arrivée, je me suis tenue sur mon balcon, face à la ville illuminée. Les toits étincelaient sous le ciel étoilé, et j'ai compris à quel point j'avais avancé. Couper les liens n'avait pas été facile. Mais c'était nécessaire. Leurs exigences, les dettes de Bastien, la pression de mes parents, tout cela avait longtemps pesé sur moi. Mais ici, à Bordeaux, je respirais libre. Mes journées avaient un sens, mon travail prospérait, mes amitiés grandissaient, et ma vie reflétait enfin mes valeurs. Le poids de leurs attentes ne me définissait plus. Et pour la première fois, je me sentais vraiment comblée. Un nouveau message de Monica m'a ramené à la réalité. Bastien est dans de gros ennuis, écrivait-elle. Des créanciers le poursuivent. Tes parents ont fait défaut sur leurs prêts, et la banque menace de saisir leur maison. Les mots m'ont touchée, mais sans la morsure de la culpabilité. Je les avais prévenus. J'avais refusé d'alimenter leurs erreurs. Papa et maman avaient choisi de recommencer. Et aujourd'hui, ils en payaient le prix. Je suis désolée que les choses en soient là, conclut Monica. J'ai répondu simplement. Ils ont fait leur choix. Mon cœur se serra pour eux, mais je savais que ce fardeau n'était plus le mien. J'ai trouvé un nouveau sens à ma vie. En devenant bénévole dans un centre communautaire. Chaque samedi, j'y enseignais la finance personnelle à des lycéens, comment économiser, planifier, éviter les pièges de la dette. Leurs questions, pleines de curiosité, me rappelaient la jeune fille que j'avais été, celle qui rêvait d'apprendre à se débrouiller seule. Un jour, après le cours, une élève timide, Sarah, m'a dit « Je veux être en contrôle comme vous ». Ces mots m'ont bouleversée. Parce que, dans ses yeux, j'ai vu ce que j'aurais voulu qu'on m'enseigne autrefois. L'aider, c'était comme réparer une partie de moi. Et j'ai compris. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Protéger mes économies, mon avenir, a été la décision la plus douloureuse. Mais aussi la plus juste. La vraie famille ne t'oblige pas à te sacrifier. Elle te soutient. Elle respecte tes limites. Mes parents et Bastien voulaient que je répare leurs erreurs. Mais j'ai choisi moi. Et ce choix m'a permis de construire une vie dont je suis fière. Bordeaux m'a appris que je pouvais m'épanouir sans leur approbation, que ma valeur ne dépendait pas de leurs besoins.